Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas sorti des vidéos d'explications techniques. Je tiens à reconnaître que les précédentes vidéos que j'ai faites sur les, euh, les descriptions techniques, c'était plus par rapport à la performance de motorisation. Donc j'ai pas pris le temps d'aller plus loin au niveau de la technique, de la technologie, comme je l'ai intitulé au-dessus, à gauche du mot sommaire, donc technologie des rames Regelis, auquel j'ai pris juste un exemple de la B85 000, on va dire les versions 6 voitures des Regelis. Je ne me suis pas attardé des versions 4 voitures, etc., parce que c'est long et en plus de ça, du réseau auquel je suis, en tout cas à Paris, je doute qu'il existe des Regelis en version 4 voitures. J'en ai connu que 6 voitures, donc comme vous pouvez le voir, à Paris-Gare de l'Est, Paris-Nord, Paris-Montparnasse, ainsi que Paris-Gare de Lyon, Paris-Saint-Lazare, j'en ai jamais vu. Paris-Austerlitz, j'en vois pas. Donc, c'est réparti que sur ces quatre grandes gares parisiennes. Donc, à commencer par la chaîne de traction jusqu'à la conclusion, auquel je vais expliquer point par point les différentes technologies, sécurité et tout ce qui s'ensuit du Regelis, principalement de la P85 000. Et c'est parti. Alors, comme on peut le voir, chaîne de traction du Regelis. Donc là, ça sera global parce qu'en fait, il faut savoir tout simplement que l'ensemble des séries Rejolis disposent du même système de traction. Après, il y en a certains qui sont alimentés en 15 000 volts sous comment dire, 15 000 volts sous fréquence de 16,7 Hz, pardon. Mais là, on parle principalement des big courantes, hein, de 25 000 volts alternatifs à 1500 volts continus. Donc, c'est ça qui est très important. Je ne vais pas forcément m'attendre à lire la chaîne de traction. Donc, ça, je pense que c'est pas nécessaire. Vous devez le savoir un minimum. Par contre, le schéma sera très important puisque le système de traction électrique, le schéma est simple. Il faut savoir que le pantographe permet de capter le courant électrique de la caténaire. Les disjoncteurs comment dire, permettent la circulation du courant électrique lorsqu'elles sont ouvertes. Si ces dernières sont, pardon, excusez-moi, lorsqu'elles sont fermées, alors que si elles sont ouvertes, ces dernières, bah, ne permettent pas la circulation du courant électrique. Pour le cas du transformateur, il est nécessaire en 25 000 volts, puisque le train ne peut pas encaisser toute une alimentation de 25 000 volts, ce qui est très élevé et pouvant faire exploser le système de traction. D'accord? Je dis bien ou non. Pourquoi j'ai précisé ou non? Parce que tout dépend de la tension. Si la tension est faible, comme le 1500 volts continu, ben, il n'est pas nécessaire d'avoir un transformateur puisque celui-ci permet de réduire la quantité de tension électrique allant de 25 000 volts à 3000 volts, puisque l'échelle d'utilisation d'un transformateur se joue entre 500 volts et 3000 volts, ou 2000, je ne sais plus. Convertisseurs, ben, différents convertisseurs tels que les hacheurs, les onduleurs, redresseurs, etc., ainsi que les semi-conducteurs, les PMCF, ponts d'ondulation je crois que c'est pont d'ondulation, en tout cas c'est des PMCF, je sais plus comment le prononcer. Et puis moteur de traction, parce que oui, effectivement, tout est rattaché à l'alimentation jusqu'au moteur. Donc moteur synchrone à aimant permanent. C'est quoi la différence avec un moteur asynchrone? Mais en fait, il faut savoir que le rendement de puissance d'un moteur à aimant permanent, synchrone à aimant permanent, est meilleur que celui d'un moteur asynchrone. Pourquoi? Car la rotation du moteur émet le même rendement que celui de la rotation du moteur au champ électromagnétique. C'est la même chose. Donc, ce qui fait que le rendement est meilleur, contrairement au moteur asynchrone où le champ électromagnétique envoie plus de puissance, un rendement plus élevé que la rotation du moteur en lui-même, principalement du rotor. Ainsi, cette transformation d'énergie électrique se fera par la mécanique via l'utilisation des roues. Et ce, grâce à la boîte de vitesse, qui est l'élément principal, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la souris, qui est juste ici, l'élément principal, je vous prie de zoomer, rattachant l'essieu à, au moteur. Donc, c'est le moteur qui produit de l'électricité, du courant électrique, enfin, pas du courant électrique, mais de la puissance électronique.
et qui, par le biais de la boîte de vitesse, permettra de transformer son énergie électronique, ou du moins sa puissance électronique, en mécanique afin de créer la rotation au niveau de. Donc c'est ça qui représente le schéma d'attraction électrique. Ce qui en est du diesel, je ne vais pas non plus vous expliquer la finalité puisqu'elle reste la même, mais au niveau du moteur, le moteur diesel produit de l'énergie thermique. L'énergie thermique, on sait très bien que c'est de l'énergie fossile. Ça rejette du CO2, dioxyde de carbone. Et c'est l'utilisation propre du diesel. Ainsi, les générateurs, le générateur, pardon, produit du courant électrique, donc c'est nécessaire pour l'alimentation des convertisseurs électroniques, notamment au moteur de traction, qui va reprendre le même cheminement jusqu'aux essieux. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux images. Il y a l'image de gauche auquel j'avais utilisé Blender pour comment dire, afin de modéliser un bougie propre au Regelis à ma façon, d'accord? Auquel j'ai dû respecter certains critères et tout le reste. Celui de droite, par contre, c'est une image réelle qui ne vient pas de moi, mais euh, potentiellement d'un passionné ou d'un technicien de maintenance à l'opération d'un power pack du Regelis. Je sais pas quelle version, mais ça doit être la même pour tous. Le même pour tous, excusez-moi. Pour ce qui en est de la puissance de motorisation, alors, qu'est-ce qu'on entend par motorisation? Moteur, etc. À l'exemple de la B85 000, puisque c'est celle dont je côtoie tous les jours, du moins que je vois, stationnée à Gare de l'Est, même à Rosa Parks, en prenant le RAE, cette dernière équipe 8 bougies, dont 3 moteurs, à chaque extrémité et une au milieu, je crois, pour une puissance de 2700 kilowatts. Donc une puissance de 2700 kilowatts pour 3 bougies moteurs. Donc si on fait le calcul, ça peut atteindre jusqu'à 450 kilowatts pour chaque moteur. C'est énorme, hein, les amis. 450 kilowatts, il me semble, je pense que c'est la puissance que génère un moteur de NI2N. Donc Éole, bien évidemment. Donc c'est très élevé, même si le nombre paraît peu signifiant. Donc ça, c'est ce qui est dit. Par ailleurs, l'allègement de la rame combiné, parce qu'on dit bien l'allègement de la rame dans la mesure où c'est une rame qui est légère, combiné à l'utilisation de moteurs sacrés en aimant permanent, euh, permet d'augmenter la puissance embarquée d'environ 30% par rapport aux générations précédentes, du fait que les moteurs sont plus puissantes. Et en plus d'avoir un meilleur rendement de puissance, cette optimisation technologique contribue également à réduire la consommation énergétique jusqu'à 20% par rapport aux trains plus anciens. Pourquoi de 20%? Parce que le régioniste utilise nettement le frein régénératif qui va permettre justement de réduire la consommation d'énergie électrique et de le renvoyer à la caténaire. Ça, c'est dans un premier temps. Ou deuxièmement, de créer une combinaison avec la propulsion électrodynamique de freinage, donc les freins par bougie moteur. Ok, je vais expliquer au deuxième point. Utilisant comme système de frein régénératif, rhéostatique, électromagnétique et pneumatique. Régénératif, comme je vous l'expliquais, comme utilisation de frein pour régénérer du courant, réduire la consommation d'énergie. C'est pour ça que vous avez des rames comme les M2N, RRNG, euh, MB09. En tout cas, les rames qui disposent bel et bien du régénératif sont moins énergivores que celles qui en ont pas. C'est clair et net là-dessus. Le rhéostatique, un dispositif électrique qui permet de réduire, alors je dirais réduire, oui, réduire la consommation d'énergie, mais surtout que c'est un dispositif qui permet de dissiper l'énergie électrique sous forme de chaleur grâce à des rhéostats. Enfin, grâce à des rhéostats à l'intérieur auxquels il y a des résistances de freinage, où il y a des systèmes de ventilateurs électroniques qui permettent justement de calculer la température du rhéostat. Et si celle-ci devient trop chauffante au point d'en exploser, le système se désactive et bascule au pneumatique. Pneumatique, soit par conduite générale ou par conduite blanche. Alors, le frein électromagnétique est nettement utilisé en urgence. Je parle principalement des Rejolis B85 000, auxquels il n'y a que
deux bougies qui en équipent des patins électromagnétiques. Et ce sont les deux bougies moteurs sur chaque extrémité. Moi, par exemple, j'aurais aimé que les régiolistes, sur l'ensemble des bougies moteurs, équipent les patins électromagnétiques. Si cela ne peut pas être fait sur l'ensemble des bougies, au moins que tous les bougies moteurs en disposent. Vous savez, c'est comme la NAT. La 750 000, on équipe, je parle principalement des versions 8 voitures, on équipe 9 bougies. 9 bougies, dont 5 moteurs, 4 porteurs, mais que parmi les moteurs, 4 on dispose des patins électromagnétiques, alors qu'il y en a un seul qu'on n'équipe pas. C'est dommage, hein, alors qu'ils auraient pu le faire. Ça aurait pu augmenter la capacité de frein d'urgence d'un, d'une tête à pile, passant de 1,10 mètres par seconde à, je sais pas moi, 1,15. C'est toujours bon de gratter quelques mètres par seconde au débit, d'accord? Surtout par rapport à la vitesse. Alors, pouvant atteindre un débit de 1 mètre par seconde en urgence, ce qui n'est pas négligé, 0,95 en régulier par rapport à toutes ces combinaisons de freinage, donc une chute de 3,4 mètres par seconde, km par heure par seconde en théorie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le train ralentit, tout dépend de la plage de vitesse. Par exemple, sur les régions lisses, j'invente de 60 km par heure jusqu'à 10 km par heure. Ça veut dire que de 60 à 10 km par heure, la rame va perdre à chaque fois 3,4 km par, par seconde, hein. D'accord? Donc, c'est ça. Notamment par son accélération assez réduite, j'ai remarqué deux fois assez réduite, de 0,6 mètres par seconde jusqu'à 50 km par heure, en pesant quasiment 200 tonnes. Pourquoi à ce début? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moteur. Donc vous vous doutez bien qu'il va pas faire une accélération très fluide. Après, je pense que ça peut aller même jusqu'à 0,8, mais bon, à voir, je ne sais pas. Elles peuvent atteindre une vitesse de 60, 160 km par heure en exploitation, voire 200 km par heure. 200 km par heure par le biais d'essais dynamiques sur des zones auxquelles la signalisation permet au train d'accéder à telle vitesse en fonction de l'infrastructure. Pour ce qui en est du confort et de la sécurité, bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est un Réjolis, donc il doit répondre à tous ces critères de confort et de sécurité. Comme je l'ai décrit ici. Alors, moi, je trouve que le confort, pour moi, le confort, c'est censé être un cas subjectif. J'ai, j'ai nommé ces 7 critères de confort, comme vous pouvez le voir ici. Toutefois, ça reste quand même des critères dont je pourrais vous laisser vous-même en dire ce que vous en pensez et c'est tout par rapport à ça. Donc, je peux pas aller plus loin sur le confort et la sécurité. Je n'ai jamais pris le Réjoulis de ma vie. Un jour, lorsque je le prendrai, j'en ferai une vidéo et je vous donnerai les notations en fonction des différents critères de confort. Après, pour ce qui en est de la sécurité, donc vidéoprotection, pour l'information, un sonore, etc., ça, pour le coup, c'est très rassurant pour le passager et ça donne accessibilité à tous. Voilà, pour ce coup-là, je n'ai pas un avis réel là-dessus. Tout se repose sur des avis subjectifs auxquels je vous laisserai vous-même en juger du réjolis. Pour ce qui en est de la structure de caisse, alors, dans la structure de caisse, vous avez plusieurs sous-ensembles. On appelle ça en ingénierie ferroviaire des sous-ensembles. Vous avez les sous-ensembles pavillons, l'ensemble pavillon, c'est-à-dire la toiture du train. Vous avez l'ensemble face latérale sur les deux côtés qui sont séparés, auxquels on détermine la largeur. Par exemple, comme je l'ai marqué ici, la largeur du résoliste est de 2,85 mètres. Ensemble pavillon par rapport à la hauteur, donc la hauteur du rail jusqu'à la hauteur du train qui peut atteindre jusqu'à 4,29 mètres de haut. D'accord? Après, vous avez aussi l'ensemble intercirculation, donc sur chaque extrémité de voiture. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est l'ensemble châssis, donc le dessous du train, ok, le dessous du matériel, etc. En plus d'avoir le revêtement et tous les équipements. Vous avez les ensembles extrémités châssis, là où les bougies comment dire, là où les voitures comment dire, on descend les voitures et on va les attacher à des systèmes de suspension qui permet justement à ce que le bougie puisse supporter en toutes conditions de circulation la voiture, ou du moins la caisse. Et puis vous avez le sous-ensemble de cabine, donc l'accessibilité au conducteur.
Voilà, donc vous avez euh, ces différents sous-ensembles. En plus, compte tenu des portes qui mesurent 1,3 m de large, pour chacune porte, parce que le Rejolis B450 dispose d'une porte par caisse, donc 6 au total, puisqu'il y a 6 caisses, donc 6 portes, de largeur, 1,3 m de large. Ce n'est pas ma tête qui a été conçue pour répondre à des enjeux de matériel transilien ou RER, où le nombre de personnes est très important et sur des cadences élevées de train. Alors, on voit, comme vous pouvez le voir ici, acier inoxydable, alliage d'acier, donc utilisé pour la structure du caisse. Donc ça, c'est le matériau principal pour avoir une meilleure résistance mécanique et de sécurité en cas de collision, c'est-à-dire qu'il y ait que les dégâts de matériaux soient moins importants. Moins importants déjà moins importants déjà par rapport à la protection des voyageurs, parce que la structure de caisse permet de renforcer comment dire, et d'établir une réelle protection d'exploitation, que ce soit par les conducteurs, donc le personnel, et les clients, les usagers. L'aluminium, parfois utilisé pour certaines parties de la caisse afin de réduire le poids global et améliorer l'efficacité énergétique. Donc l'aluminium, si vous voulez, c'est ce qui va permettre de renforcer la qualité de l'acier inoxydable. C'est-à-dire qu'il permet de limiter notamment les collisions, mais aussi éviter que cela devienne trop polluant au niveau de l'utilisation par rapport à l'efficacité énergétique. Les matériaux composites, plastiques renforcés, pour les aménagements intérieurs, les cloisons et certaines parties extérieures, alliant légèreté et résistance. Ainsi, vous avez des verres feuilletés et trempés pour les vitres garantissant la sécurité et une meilleure isolation thermique et acoustique. Après, vous avez l'isolation thermique, phonique. Et même, je vais aller plus loin, ça, c'est même important par rapport au confort thermique, c'est-à-dire vis-à-vis de l'utilisation de la climatisation et du chauffage qui va transiter à l'intérieur des voitures. D'accord? Et sur ça, c'est un élément qui est important, auquel on peut souligner sans y faire preuve de négligence. Donc sur ce point, c'est tout ce que j'ai souligné sur la structure de caisse des Régiolist, étant donné que la version B450 mesure en longueur 110 mètres de long. Donc voilà, comment ça devrait aller. Merci. Alors ça, c'est le dernier point. Le dernier point, c'est les systèmes embarqués. Le TCMS, c'est quoi le TCMS? TCMS, si on le traduit en anglais, Train System Control Management. Donc, le cerveau moteur du train est généralisé par des équipements électrotechniques sous communication par des réseaux informatiques, tels que le TCN, branche locale, de réseau local, excusez-moi, MVB et étendu WTB. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un réseau informatique, c'est un dispositif électronique qui permet de connecter plusieurs objets, qu'on appelle IoT. Donc, IoT, c'est ce qui va permettre de connecter les objets. Donc, Informatique Object Technology. D'accord? Et ben pour le cas des réseaux informatiques du matériel roulant, donc du ferroviaire, il y a deux types de réseaux. Vous avez les réseaux locaux, pardon, les réseaux locaux comme le FDB, donc on appelle ça multifonction, etc. Je sais pas comment on le dit. Alors que le WTB, c'est plus un bus de filière. Ces réseaux informatiques sont importants par rapport à la transmission ou à la communication des informations. Le MVB va se concentrer sur une voiture auquel il va connecter plusieurs objets, donc connectés à distance ou par câblage numérique, d'accord, auquel il va collecter toutes les informations, les retransmettre, les retransmettre au WTB qui lui va collecter toutes les informations numériques des différents réseaux locaux et ce réseau étendu, donc WAN, W-A-N, au lieu de LAN, L-A-N, transmettra jusqu'au TCMS, c'est-à-dire le servomoteur du train, donc à l'espace cabine. De plus, la compatibilité électromagnétique, CEM, donc je crois qu'elle est connue sous la norme européenne EN 50, 50121-3, il me semble. Je sais plus. Ça fait partie d'une norme européenne et internationale.
du train est défini par des valeurs numériques spécifiques qui assurent que ces équipements électroniques fonctionnent correctement sans subir ni provoquer d'interférences. Ces normes garantissent la sécurité et la fiabilité du système à bord, tout en permettant une intégration harmonieuse à l'infrastructure et au ferroviaire et les autres trains, comme je l'expliquais tout à l'heure par rapport au réseau informatique. À l'exemple de ces écrans DMI qui sont très importants car ils affichent le comportement en traction du train, la simulation ainsi que les vidéosurveillance et autres. Alors, pour ça c'est très important. Il faut savoir qu'à la SNCF, vous avez ce qu'on appelle des écrans DMI. Les écrans DMI, comme vous pouvez le voir, ce sont ces dispositifs-là. Alors, la partie de gauche, c'est la modélisation que j'ai faite sur le Regelis, d'accord? Et sur la partie de droite, c'est une image qui est réelle, ok, j'ai pris sur Google Images. Voilà. Donc, il y a quatre écrans ici, quatre écrans là. J'ai voulu un petit peu copier, mais bon. Et ici, ce sont des écrans de surveillance par rapport aux portes, même à l'intérieur du train. Et ça, on appelle ça des écrans DMI, des écrans informatiques. Et pour les conducteurs, de nos jours, ils ont ce qu'on appelle des STM, un écran DMI STM. STM, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le STM qui signifie Specific Transmission Module. Donc le module comment dire, le module spécifique de transmission. C'est un module spécifique de transmission qui fait le lien entre l'équipement ETCS, donc la signalisation numérique européenne, au KVB, d'accord? Ou autre, ça peut être KVB, PZB, etc. Même le KVC, même le KCVB d'ailleurs. Bon, je ne dis pas que les KCVB utilisent des STM comme écran, mais ça peut le faire. Jouant le rôle entre traducteur de langage ETCS par rapport à l'interface, euh, donc l'interface dédiée à l'ETCS, et local, c'est-à-dire SNCF, donc le KVB, auquel les fonctionnalités du KVB sont affichées à travers l'interface de communication ETCS. Donc, le but est le suivant. Interpréter les signaux KVB reçus des balises françaises. En gros, lorsque le train assure chaque passage, il va capter, recevoir les informations, les retransmettre jusqu'à une grosse boîte électronique qui est rattachée, ou plutôt câblée à l'écran STM, auquel celui-ci va interpréter des signaux KVB reçus par les balises, traduire ces données pour qu'elles soient comprises par le TCS embarqué, puisque le TCS, c'est du numérique. Et imaginons si le KVB était version analogique, il y aurait ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique qui va convertir les données analogiques en numérique. Car je rappelle que les données en numérique se chiffrent entre le 0 et 1, alors que l'analogie, ça se repose sur une même période. Ainsi, superviser le comportement du train en fonction des règles du KVB. Donc en fait, l'écran STM va reprendre les fonctionnalités intégrantes et globales du KVB auxquelles voilà, le conducteur devra respecter la limitation de vitesse, le freinage par rapport à la vitesse dédiée, etc., le respect des signaux et autres. Le STM automatique fait référence je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Fait référence à un mode de fonctionnement automatique du module STM classique dans lequel le système, je parle du système STM, reconnaît automatiquement le système de simulation tel que le KVB, KVB, TCS, etc. Donc, il reconnaît automatiquement, ça veut dire que dès lorsque le conducteur va démarrer le train et afficher, etc., le STM automatique va justement afficher donc, comment dire, programmer le démarrage de l'installation KVB et l'afficher sans que le conducteur n'ait besoin d'intervenir pour le faire. Et comme je l'ai dit autrefois, je l'avais même expliqué aussi que il bascule automatiquement vers le mode de supervision, donc le mode de contrôle sur l'ensemble de toutes les caractéristiques de conduite, etc., sans que le conducteur ait besoin d'intervenir manuellement. Donc, manuellement par rapport à l'installation, quand je dis l'installation, c'est par rapport au démarrage du KVB par l'engin classique. Et comme vous pouvez le voir. Et c'est pour ça que je dis que par rapport euh, au TCMS du Régilis, hein, pas que, ça peut être le MI09, le A1G, le TGVM et tous ces matériels qui disposent de ce qu'on appelle des TCMS par réseau informatique. Le TCMS, c'est réparti sur tous les trains, hein, ça ne se limite pas que par
interface numérique, électronique, même électrique, hein. Voilà. Bon, c'est pour conclure là-dessus, c'est quelque chose de très important parce que ça permet justement de recevoir en temps réel et en toute fluidité les informations de chaque équipement électrique ou électronique ou mécanique, et ce par le biais des réseaux informatiques, grâce à des systèmes de, on appelle ça des nœuds ou des passerelles de communication, jusqu'à la base de TCMS auquel le conducteur aura la visibilité sur les équipements. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet, et en plus des exemples que j'ai donnés vis-à-vis de l'utilisation des écrans DMI que vous retrouverez à bord des MV09, Regeolis, NG, TGVM et autres matériaux. Voici la conclusion que je pourrais donner par rapport au Regeolis. Donc, en résumé, le Regeolis combine efficacité énergétique, le fait que c'est pas un train énergivore, puissance accrue par rapport au moteur, adaptabilité aux différentes lignes, types de lignes, tout en assurant le confort et la sécurité des voyageurs. Tout ça, c'est moi qui ai pris en note. J'ai fait quelques recherches, bien évidemment, parce que ce ne sont pas des matériels que je maîtrise le mieux. J'ai dû faire quelques recherches au niveau de leur puissance électronique, leur nombre de moteurs, etc., etc. Bon, sur le plan informatique et tout, ça, c'est des notions que je connaissais très bien. Ok, j'avais déjà même énuméré sur les différents matériaux roulants, mais j'ai pas assez donné de précision là-dessus, bien que je regrette un peu. Bon, pour le coup, il se pourrait que je fasse des vidéos de ce même schéma, comment dire, de cette même présentation, point par point, jusqu'à la conclusion auquel moi, par exemple, je pourrais me donner mon avis. Pour moi, le régioniste est un matériel avec autant de progrès technologiques, de confort et de sécurité voyageurs. Peut-être que c'est peut-être pas les plus confortables au niveau de l'assise, comme je l'entends souvent par rapport au corail, mais ces rames ont su apporter une innovation technologique robuste et comment dire, et moins énergivore, ou je dirais écologique, sur le long terme, pendant des décennies, bien qu'ils ont fait preuve, ils ont fait preuve durant les années 2010. Donc, on pourrait estimer que les régionalistes représentent l'avenir, ou du moins, c'est l'avenir euh, comment dire, des nouveaux matériels, du matériel roulant avec les normes de 2014. Donc sur ce point, moi je suis fier que la SNCF et Alstom ont signé un contrat pour justement élargir le parc de Régiolis et de le généraliser sur les différents réseaux en demande par rapport aux régions. Donc c'est la conclusion, c'est la fin que je pourrais vous dire. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, un abonnement. Je ne force personne à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai plein de vidéos comme ça davantage, même que ce soit dans les métros de Paris, de New York, le RER, etc. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, auquel j'ai pris le temps de le faire dans la journée du 2 mars. Parce que tout ce que je fais, c'est aujourd'hui le 2 mars, auquel je l'ai fait en journée et que je vous le diffuse ce soir. Parce que j'estime que c'est un travail qui, certes, m'a pris quand même quelques heures à faire, mais que j'ai quand même pu le traiter rapidement. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à reconsulter. Et sur ce, bonne soirée à vous.